algériens qui avaient participé à la libération de la France, constituant même une grande partie de l'armée ayant débarqué en Provence en 1944. Il est donc nécessaire pour la classe ouvrière française d'encourager les velléités d'indépendance afin d'améliorer sa propre condition. Pour le PCF, donc, la colonisation est mise en index en raison des abus commis dans les territoires conquis et de l'asservissement des populations locales. Mais elle est également critiquée car cette force de travail indigène assure l'enrichissement du capitalisme. La stratégie communiste donc, depuis 1928 est basée sur la lutte classe contre classe. L'ordre bourgeois, profitant de la colonisation et devenant plus puissant, il est dans les visées communistes de détruire cette source de revenus, c'est-à-dire l'ordre bourgeois. La fin de la colonisation est une nécessité à la fois morale, protéger des peuples exploités, et nationale, affaiblir l'ennemi des classes. L'internationalisme, la lutte des classes, l'union des prolétaires, le cynisme d'une bourgeoisie triomphante, s'appuyant sur l'armée et l'Église, autant d'éléments qui plongent la racine idéologique dans la pensée marxiste et traduisent les axes idéologiques du Parti communiste français une dizaine d'années après sa création. Donc je rappelle ça tout simplement, c'est pour vous faire comprendre, si vous voulez, la réaction violente des églises, et notamment de l'église catholique romaine, par rapport à ce communisme, et je vais donner tout à l'heure justement le positionnement de l'église catholique. L'église, ce qu'on appelle le magistère romain. Pardon. Alors le PCC, c'est-à-dire le Parti communiste calédonien, se trouve dans cette ligne de pensée, érigée en doctrine dès 1930 en France. Alors la question que je vais développer aujourd'hui, je vais essayer de tenter de répondre, c'est mais que doit faire alors l'Église, mise en cause par l'initiative du PCC, que vont faire les représentants du gouvernement français en Nouvelle-Calédonie, sachant qu'à ce moment-là, qui était la force politique qui avait émergé au lendemain de la guerre de 1945, on va dire, eh bien c'était le Parti communiste français. Voilà. Au sortir de la guerre, d'ailleurs, la France est très appauvrie. Donc je rappelle quelques éléments historiques. La France est appauvrie, traumatisée par les années noires de l'occupation, et la tâche de reconstruction est immense. Le gouvernement provisoire, donc dès 1945, est mis en place, s'est mis au travail et a déjà profondément réformé le pays. Et la France va cependant devoir faire face à tous les drames et toutes les difficultés du monde de l'après-guerre, reconstruction matérielle et morale du peuple français, les inflations, les problèmes sociaux, la guerre froide qui va s'installer et le processus de décolonisation, justement boosté par la fin de la guerre et par la participation des troupes coloniales, on va dire, qui sont montées vers les théâtres d'opération européens pour se battre là-bas, notamment les Calédoniens, les Kanaks qui sont partis se battre là-bas, mais les Africains, les Algériens, etc. Donc, pour donner quelques éléments pour le Parti communiste, suite au deux référendums de 1945 et 1946, le PCF en France sont en très bonne position à l'élection des représentants à l'Assemblée constituante pour l'élaboration de la Constitution de 1946 qui signe l'acte de naissance de la 4e République en France. Il sort même des élections à l'Assemblée nationale du 10 novembre 1946 avec 29,6% des voix. Il est tout à fait en tête. Vincent Auriol est élu président de la République et Ramagui président du Conseil. Suite au conflit avec la gauche au pouvoir, De Gaulle démissionne le 20 janvier 1946. Le PCF bénéficie ainsi d'une progression spectaculaire car il était tout auréolé de sa participation active à la résistance contre l'occupation allemande. Mais sa position concernant la décolonisation est en fait, ou apparaît contraire à celle du gouvernement à laquelle le PCF appartient. Il désapprouve ainsi la politique de répression des mouvements nationalistes menée par le gouvernement, dont la répression très dure de l'insurrection du 30 mars 1947 à Madagascar. Il désapprouve aussi la non-application il proteste contre la non-application du statut relativement libéral de l'Algérie qui a été proposé
et sous la pression des grands intérêts coloniaux. Parce que si peut-être ils avaient suivi cela, ils auraient évité la guerre d'Algérie. Et puis, bien sûr, l'échec de la conférence de Fontainebleau de l'été 1946 avec le dirigeant communiste indo-chinois Ho Chi Minh. Et le début de la guerre d'Indochine à l'automne 1946, car les communistes français peuvent difficilement accepter de participer à la lutte menée par la France contre les communistes vietnamiens. Enfin, les députés communistes refusent de voter les crédits militaires. Enfin, en 1947, donc au moment où se crée ici l'UNITALO et la SCF, ils se retrouvent dans l'opposition face à un gouvernement composé de socialistes, dont, quelqu'un que vous connaissez bien, François Mitterrand, qui a été 11 fois ministre sur la 4e République. Un gouvernement socialiste radicaux et de la droite non gaulliste. Donc au vu de la situation en France avec la progression spectaculaire du PCF au sortir de la guerre, la mise en place d'un parti communiste calédonien, la mise en place d'un PCC, donc parti communiste calédonien, représente à ce moment-là un danger spirituel immense pour la hiérarchie de l'Église catholique et protestante. Les idées communistes, c'est pour ça que j'ai insisté un peu sur les idées communistes, développées à ce moment-là, sont résolument athées et dangereuses pour les communautés indigènes, c'est ce que disent les églises. Pour les autorités locales, l'inquiétude se porte sur la position du PCC concernant la lutte pour la décolonisation et les dommages entendus sur de possibles revendications nationalistes kanak à ce moment-là, non seulement les revendications nationalistes kanak, mais aussi calédoniennes, puisqu'il s'agit bien du PCC, ce n'est pas le PCK, voilà, c'est le Parti communiste calédonien. Église et État comprennent vite la nécessité d'encadrer l'accès des Kanaks à la vie démocratique qui devient ou qui va devenir inévitable compte tenu de la nouvelle donne née de la guerre, et notamment la naissance de l'ONU, des Nations Unies, en 1985 et en 1945, et quelque chose que vous connaissez bien évidemment, l'établissement de la liste des territoires non autonomes que l'Organisation des Nations Unies considère comme non décolonisés, mais dont les populations ne stabilisent pas encore complètement elles-mêmes. Et cette liste des territoires non autonomes, ayant vocation à être indépendants, donc, a été élaborée début 1946, conformément au chapitre 11 de la Charte des Nations Unies, et a été mise à jour par l'Assemblée générale suivant la recommandation du comité spécial de la décolonisation. La Nouvelle-Calédonie est ainsi, dès 1986, placée sur la liste des territoires non autonomes. Et les USA, qui étaient donc le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, prévoient pour la Nouvelle-Calédonie, pour Palau et pour le Vietnam actuel, alors les États-Unis s'appellent l'Indochine, la Chine à l'époque, pour les 3 territoires-là, que prévoient les États-Unis, une administration directe américaine pendant 5 ans et un référendum d'autodétermination au bout de 5 ans, à l'issue de ce délai. Mais ça, c'était du temps où Eisenhower, le président américain, était encore vivant. Or, peut-être malheureusement pour nous, ou heureusement, on en sait rien, il est mort. Il est mort, je crois, avant la fin de la guerre, je dois expliquer. Il est mort avant la fin de la guerre. Voilà. Et résultat des courses, eh bien, ici, qui va prendre, c'est Truman. Mais Truman, lui, il est plus souple vis-à-vis des Français. Il est plus souple vis-à-vis des Français. Et il va faire quoi? Il va introduire, accepter De Gaulle à la table des négociations. Alors, danger pour nous, mais voilà, c'est comme ça. Alors, que va faire le général De Gaulle? Eh bien, il va retirer la Nouvelle-Calédonie de la liste, ce qui conduira donc le RMKS à représenter la demande de réinscription, voilà, donc 46, donc 50, 86, donc 40 ans après. Par ailleurs, il faut noter la conférence de Brazzaville organisée durant la Seconde Guerre mondiale, du 30 janvier au 8 février 1944, par le Comité français de la libération nationale, afin de déterminer le rôle et l'avenir de l'empire colonial français. Et à l'issue de cette conférence, d'ailleurs, l'abolition du code de l'indigénat, c'est intéressant de noter puisque ça arrive ici,
l'abolition du code de l'indigénat est décidée, mais au cours de la conférence est aussi retenue la proposition qui a été faite par Félix Eboué d'une politique d'assimilation en faveur des colonies. Petit rappel, la stratégie de l'État pendant toutes ces années depuis la colonisation, c'était quoi finalement? On peut résumer en 3 choses, la stratégie de l'État. C'était le maintien de l'ordre par les armes, c'est pas seulement le canon, c'est la droite, tout comme ça. Premièrement. Deuxièmement, diviser pour régner, c'est-à-dire jouer des antagonismes entre les tribus rivales. Je sais qu'il y avait la chute d'ailleurs de l'ancienne bataille, et même ici de tous les chefs du Sud. Et troisièmement, faciliter le travail missionnaire, sauf les anti-cléricaux, c'est-à-dire les 2 gouverneurs, là, comme le gouverneur Guilain et le gouverneur Feuilly, qui étaient vraiment deux autoritaires. Là. Voilà. Donc le peuple kanak sera en fait, c'est pour ça que je développe un petit peu ces aspects-là, parce que le peuple kanak sera en fait tiraillé par ces 2 pôles. Voilà. Et à l'initiative du vicaire apostolique de Monseigneur Édouard Bresson et d'un prêtre catholique, on en a parlé tout à l'heure, le père Luno, vont émerger dans l'UCALO et dans la foulée la ICF, à l'assignation donc des pasteurs de la mission de Donéva. Donc au début c'est Pierre Bénédicte et Charlemagne, et ensuite le pasteur Lachelet. Concernant l'Église catholique, sur la question du communisme athée, dès 1937, le magistère romain, c'est-à-dire le pape, condamnera violemment le communisme athée par une encyclique qui porte le nom de Divini Redemptoris, c'est-à-dire le divin rédempteur, du pape Pie XI en 1937. En 1937, c'est-à-dire combien? Le vent avant 1946. Est ainsi visé dans l'encyclique, est ainsi visé le communisme bolchevique et athée, donc c'est l'Union soviétique, qui prétend renverser l'ordre social et saper jusque dans ses fondements la civilisation chrétienne. Donc face à pareil danger, l'Église catholique ne peut pas se taire et elle ne va pas se taire, elle va parler. Car le siège apostolique, donc Rome, a pour mission spéciale la défense de la vérité, de la justice et la défense de tous les biens éternels niés et combattus par le communisme. C'est ce qui est dit dans cette encyclique. Le Saint-Siège, d'ailleurs, s'était déjà exprimé à propos de la décristallisation de la société humaine et de même sur le communisme, notamment par un de ses prédécesseurs, qui s'appelait Pie IX, dans le syllabus du 8 décembre 1864, contre cette doctrine néfaste qu'on nomme le communisme, radicalement contraire aux droits naturels humains. Pareille doctrine, une fois admise, serait la ruine complète de tous les droits, des institutions, des propriétés et de la société humaine elle-même. Plus tard, donc ça c'est Pie IX, plus tard Léon XIII, dans un encyclique qui s'appelle Quod Apostolici Monelis, sur les erreurs. Donc, nature du ministère apostolique, donc c'est l'intitulé, 28 décembre 1878, définissait le communisme comme une peste mortelle qui s'attaque à la moelle de la société humaine et qui va l'anéantir. Son objectif est donc de condamner solennellement le communisme athée en exposant les principes de ce communisme, de cette doctrine, telle qu'il se manifeste surtout dans le bolchevisme et de montrer ses méthodes d'action, ce qu'il va faire donc, dans les 80 et quelques paragraphes de son encyclique. Face à ces faux principes, donc Pie XI va opposer la lumineuse doctrine, c'est bien, la lumineuse doctrine de l'Église catholique en rappelant 2 principes du Christ. 1. Le détachement des biens de la terre et la loi de charité. Et pour que cette charité soit authentiquement vraie, elle doit toujours tenir compte de la justice communicative et de la justice sociale, c'est-à-dire imposer ce qui est nécessaire au bien commun. Accorder à chacun ce qui est nécessaire pour accomplir ses fonctions sociales. Et le pape de faire appel aux prêtres en tant que père des pauvres. Même appel aux laïcs pour que leurs actions soient inspirées des principes fondamentaux